Ravi de vous retrouver au rendez-vous du journal sur la télévision Isanganilo. D'abord, la charpente. Une diminution de 3,6% dans le budget total de l'exercice 2023-2024, comme c'était la suggestion du Fonds monétaire international FMI au gouvernement burundais. Les détails au cours de ce journal. Un éventuel partenariat entre la société sucrière du Mosso, Sosumo, et une usine ougandaise, Sarahi, dans le but d'étendre la production du sucre au Burundi. Mireille Kanyange nous fera le point sur les activités de Sarahi Group. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Bienvenue. Bienvenue encore une fois, page économie pour débuter ce journal. Les dépenses totales de l'État dans l'exercice budgétaire 2023-2024 passent à une diminution de 3,6%. Comme le Fonds monétaire international l'avait demandé au gouvernement burundais afin d'éviter de voter le budget plus élevé, ce qui pourrait causer la dévaluation monétaire. Cela a été dit ce vendredi par le ministre des Finances à l'Assemblée nationale lors de l'analyse et adoption du projet de loi portant la révision budgétaire de cette année. Jean-Marie Vianney pour plus de détails. Lors de l'analyse et l'adoption du projet de loi ce vendredi portant les visions de la loi portant sur la fixation du budget général de la République du Burundi pour l'exercice 2023-2024, certains députés ont soulevé leurs inquiétudes liées à l'annulation des activités du troisième trimestre et quatrième trimestre prévues pour le fonctionnement de l'Obuha, de ALB et Rofonique. À cela, le ministre des Finances répond que ces institutions devront consommer les montants déjà transférés sur leurs comptes bancaires pour achever l'exécution des travaux déjà engagés. L'annulation des activités pour lesquelles les crédits ne sont pas encore engagés, dédiés aux constructions ou réhabilitations des infrastructures pour les ministères et institutions et dont les travaux n'ont pas encore commencé, pour les programmer dans le budget 2024-2025. Le BOA et l'ARB devront consommer les montants déjà transférés sur leur compte pour achever l'exécution des travaux déjà engagés. Ministre Audace Nyonzima indique que les recettes fiscales du budget 2023-2024 révisées sont en augmentation à plus de 1734 milliards francs au moment où les recettes non fiscales sont connues une variation de plus de 11 milliards francs passant de 345 milliards francs, soit une hausse de 3,2%. En ce qui concerne les recettes fiscales du budget 2023-2024 révisées sont en augmentation par rapport aux prévisions de la loi initiale. Ces recettes s'élèvent à 1734,4 milliards de BIF. Pour les recettes non fiscales du budget révisé, elles ont connu une variation de 11,1 milliards de francs burundi, passant de 345,2 milliards de BIF à 356,4 milliards de BIF, soit une augmentation de 3,2% par rapport aux recettes non fiscales initialement prévues. Cet accroissement est dû à l'augmentation des prévisions non fiscales sur les loyers et les autres recettes non fiscales. Selon cette révision budgétaire, les dépenses totales de l'État passent à plus de 3 923 milliards francs à 3 780 milliards francs par le budget de l'État 2023-2024, soit une diminution de 3,6%. Le projet de loi portant la révision de cette loi a été adopté à l'unanimité par 109 députés qui étaient présents à l'Assemblée nationale. Amendement adopté. Le gouvernement burundais ne prévoit pas de fonds pour la construction des logements sociaux. Il va plutôt attribuer les marchés aux partenaires privés.
Explication donnée par le ministre des Infrastructures lors des questions orales au Sénat ce jeudi. Dieudonné Doukoundane indique que le ministère attend les directives du gouvernement pour donner le feu vert aux partenaires privés pour qu'ils puissent commencer la construction de ces logements. Mugambi samafaranga leta yoshira mu yitegekanya ko abantu bose bubakira kubera kuko abantu bose bari basanze n'ubundi biyubakira amazu ahubwo leta ishizeho uburyo. Ce projet, ce ne sont pas des fonds que le gouvernement prévoit d'injecter pour construire des logements à tout le monde, car tout le monde avait l'habitude de se construire un logement. Plutôt, l'État a imaginé une façon pour que les gens aient accès à un logement sans avoir fourni trop d'efforts. Et vous me demandez comment? Premièrement, une personne est arrivée à construire une maison en achetant la parcelle. Tout d'abord, et en payant pour la viabilisation et en contractant un crédit. Mais maintenant, le gouvernement dit « je vais mettre à disposition des parcelles » et le poids de chercher la parcelle est allégé. Deuxièmement, si les logements sont construits en groupe, il y a très peu de charges. Même le portail est pour toute une communauté. Vous me demandez pourquoi on n'a pas encore débuté avec les travaux. Au niveau du ministère, on a commencé à montrer le plan et puis on a élaboré une politique irrogative. Il y a un document que nous avons présenté au Conseil des ministres. Il a été approuvé par ce dernier. Ce document explique bien comment ce projet va être mis en place. Nous avons organisé aussi des réunions avec les investisseurs potentiels, que ce soit les banques ou les promoteurs immobiliers. Nous avons eu des discussions avec ces derniers et certains parmi eux se sont prononcés par rapport au fonds qu'ils peuvent injecter et ils ont également fixé le taux d'intérêt. Après ces discussions, nous nous sommes tournés vers la Banque de la République du Burundi pour qu'ils nous fassent une projection macroéconomique pour qu'on sache si nous pouvons contracter les dettes en devise à taux de 12% à 14% pour que chaque Burundais ait un abri à un prix abordable. Nous n'avons pas encore fini les discussions à propos de cela. Une fois que ce sera fait, nous allons octroyer ces parcelles à chaque investisseur selon sa contribution. Mais nous avons déjà donné des opportunités aux investisseurs privés. Certains parmi eux ont déjà commencé à construire des logements. Si le gouvernement a déjà octroyé des parcelles et qu'il a déjà épaulé les investisseurs, il ne reste pas beaucoup de choses à faire. On veut que ceux qui vont avoir droit à ces parcelles vont accepter de construire ces étages. Nous attendons les directives du gouvernement et d'achever ces discussions avec la Banque de la République du Burundi et de voir les potentiels investisseurs. Franchement, c'est comme cela j'expliquerai la question. On l'avait expliqué dernièrement, ce ne sont pas des fonds que le gouvernement a pour construire des logements à chaque citoyen. Mais l'État va mettre en place une politique qui va permettre son employé, aux commerçants, aux agriculteurs d'avoir accès à un logement. Je terminerai par dire que nous ne nous focalisons pas à Bujumbura seulement. Après, nous voulons construire ces logements dans tout le pays. Comme je vous l'avais dit dans les titres, le gouvernement burundais envisage à partir de janvier 2024 plutôt, en partenariat entre la société sucrière du Mosso Sumo et une usine ougandaise dénommée Sarahi Group, envie d'étendre et d'augmenter la production du sucre au Burundi. Fondée en 2000, Sarahi Group est un conglomérat privé comprenant 11 filiales opérant en Afrique de l'Est et australe. Son siège est à Kampala, capitale ougandaise. Entre autres produits de ce groupe, l'on mentionnerait le sucre, le ciment et l'électricité. Plus de détails sur Sarahi Group avec Mireille Kanyang. Selon des informations tirées du journal en ligne The Star, Sarahi Group a des origines indiennes. C'est un groupe constitué d'entreprises aux activités différentes ayant son siège à Kampala, la capitale ougandaise. Ce conglomérat opère en Afrique de l'Est et en Afrique australe, c'est-à-dire en Ouganda, au Kenya et au Malawi.
Sarai Group est constitué de 11 filiales jusqu'en novembre de cette année. 8 opèrent en Ouganda, 2 opèrent au Kenya et une autre au Malawi. Parmi celles installées sur le sol ougandais, 2 produisent du sucre. Ce sont les entreprises Kinyara Sugar Works et Hoima Sugar Limited. Entre autres produits de ce groupe, l'on citerait le sucre, le ciment, l'éthanol, de l'huile pour cuisine, des portes, de l'électricité et autres. En 2022, les employés de ce groupe se comptaient à 17 000 dans le secteur sucrier, poursuit The Star. Son bilan comprend 20 000 hectares de ses propres domaines en Ouganda, avec une capacité installée de 19 000 tonnes de canne à sucre broyée par jour, produisant plus de 170 000 tonnes de sucre par an. Merci Mireille Kanyang pour toutes ces précisions des cap sur Rumongue. Les activités de pêche et de production de l'huile de palme sont perturbées suite à la pénurie du carburant à Rumongue. Ceux qui vivent de ces activités disent qu'ils mènent une vie difficile et voudraient que ce problème soit résolu. Jean-Pierre Misago, reportage. À l'une des mini-huileries implantées près de la rizière d'Ama au nord de la ville de Rumongue, nous y arrivons à 13h. Pas de bruit de machine, que ce soit des machines à mazout utilisées dans la production de l'huile de palme, que ce soit les motopompes à essence. Désiré, ouvrier à cette mini-huilerie affectée à ces machines, informe que les activités sont au point mort suite à la pénurie du carburant. À l'entrée de cette mini-huilerie, les femmes habituellement nombreuses à séparer les noix de palme avec d'autres résidus et les utiliser dans la production de l'huile de noix de palme pour les savonneries et du tourteau pour le bétail sont quasi absentes. Minani Vatouma, l'une des 3 femmes présentes sur les lieux lors de notre passage, dit être dans l'incapacité de pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille suite à cette pénurie du carburant. Mais les sons de cloche chez les pêcheurs et propriétaires de bateaux de pêche à la plage de pêche de Rumongue qui disent enregistrer d'énormes pertes suite à cette pénurie du carburant. Ceux-là qui se sont exprimés voudraient que cette pénurie devenue répétitive trouve enfin une solution définitive. Ce mercredi, une seule station-service de cette station-service fonctionnelle dans la ville de Rumongue distribuait uniquement de l'essence. Une seule station ne pouvant pas couvrir les besoins en essence des habitants de Rumongue, selon certains acheteurs de ce produit interrogés. Les acteurs politiques et toutes les parties prenantes dans les communautés sont appelés à améliorer le dialogue et la cohésion sociale. Monseigneur Joachim Nahondeleye, président du Conseil interconfessionnel du Burundi, l'a dit ce jeudi dans le cadre d'un atelier sur la promotion de la cohésion sociale organisé par ce dernier. Les participants ont recommandé aux leaders des partis politiques de travailler sur l'aspect cohésion sociale au sein de leur parti politique. L'objectif de l'atelier est de promouvoir la cohésion sociale. La cohésion sociale dans le cadre d'un projet bien précis que nous avons dénommé Dukiretwane et qui a pour objectif d'améliorer justement les relations entre les leaders des différents partis politiques et entre eux-mêmes et le reste de la population, en privilégiant le dialogue régulier, et pour que les gens membres de ces partis et le reste de la société burundaise puissent se connaître mieux et s'entraider à développer une résilience telle que
même s'il arrivait qu'il y ait des injustices ou bien des erreurs commises, surtout au moment des élections, qu'ils puissent résister à la tendance, à la tentation de recourir à la violence. L'appel que nous leur lançons d'ailleurs, de persévérer dans la voie que nous avons déjà entamée et de renforcer le dialogue entre les différentes parties prenantes pour que, au moment des élections, nous ayons développé une résilience suffisante qui fera que nous puissions résister justement à la tentation du recours à la violence. C'est ici que nous arrivons au bon port de ce journal. Merci de votre attention. Nos programmes continuent. Au revoir et bon début de week-end.